L'odeur d'encens flottait encore dans les couloirs du palais du Louvre lorsque les derniers soupirs de Catherine de Médicis résonnèrent dans la chambre royale ce matin glacial de janvier 1589. Mais ce ne fut pas une mort naturelle, comme l'histoire officielle l'a consigné. Des documents secrets découverts des décennies plus tard dans les archives du Vatican révèlent une vérité bien plus sombre. La reine-mère de France fut exécutée sur ordre d'une conjuration qu'elle-même avait orchestrée, et sa mort psychologique avait commencé des années avant son ultime souffle. Catherine de Médicis ne mourut pas de pleurésie, comme l'avaient proclamé les médecins de la cour. Elle mourut de quelque chose de bien plus cruel, de l'implosion de son propre ego narcissique, édifié sur décennies de manipulation, de terreur et d'une soif insatiable de pouvoir. Et lorsque cet ego s'effondra enfin, lorsque le miroir se brisa et qu'elle y vit refléter la monstruosité qu'elle était devenue, l'exécution ne fut que l'acte final d'une tragédie déjà scellée. Pour comprendre les derniers instants horribles de Catherine de Médicis, il faut remonter au début, lorsqu'elle n'était encore que la jeune Florentine arrivée en France en 1533, à 14 ans, portant dans le regard l'éclat ambitieux qui se murait un jour en flamme destructrice. Orpheline dès ses premiers mois, élevée par les puissants Médicis de Florence, Catherine apprit tôt que le pouvoir était la seule monnaie qui importait, et que la manipulation était l'art le plus raffiné qui soit. La métamorphose de Catherine s'accéléra quand elle parvint enfin à concevoir un enfant, après 10 années de mariage stérile. La maternité ne réveilla pas en elle l'instinct maternel naturel, mais une nouvelle arme de manipulation. Ces enfants devinrent les prolongements de sa volonté, des pions sur un échiquier gigantesque où elle était à la fois joueuse et reine. François II, Charles IX, Henri III, chacun d'eux fut façonné pour servir ses desseins narcissiques. Leur personnalité déformée dès l'enfance pour répondre aux besoins émotionnels morbides de leur mère. Le véritable pouvoir de Catherine émergea en 1559, lorsque Henri II mourut lors d'un tournoi, laissant régente d'un royaume en crise. C'est alors que le monde découvrit le vrai visage de la veuve italienne. Toujours vêtue de noir, elle prit les rênes de la France avec une froideur qui impressionnait même les courtisans les plus chevronnés. Son deuil n'était pas celui d'un époux perdu, mais la naissance de sa véritable identité. La reine-mère, la souveraine absolue, la femme la plus puissante d'Europe. Les témoignages oculaires décrivent comment elle se comportait lors des réunions du Conseil royal. Assise sur son siège de velours noir, ses petits yeux perçants scrutaient chaque visage autour de la table, à l'affût du moindre signe de soumission ou de rébellion. Ses mains, ornées d'anneaux d'émeraudes et de rubis, bougeaient avec des gestes précis et calculés, comme pour diriger une symphonie de terreur. Lorsqu'elle prenait la parole, sa voix était basse, presque un murmure, obligeant chacun à se pencher pour l'entendre, un tour de psychologie qui renforçait encore son aura de puissance. Elle avait ce don terrible de vous faire sentir à la fois séduit et menacé, se remémora l'ambassadeur d'Espagne dans ses mémoires. Elle s'adressait à vous comme si vous étiez la personne la plus importante du monde, mais son regard en disait tout autre chose. C'était comme si elle évaluait constamment votre valeur, calculant si vous étiez plus utile vivant ou mort. Le besoin narcissique d'admiration et de contrôle de Catherine se manifesta bientôt sous des formes toujours plus extrêmes. Elle se plut à s'entourer d'astrologues, d'alchimistes et d'occultistes, non parfois sincères dans le surnaturel, mais parce que ces pratiques renforçaient son aura de mystère et de puissance. Nostradamus devint son conseiller personnel, non parce qu'elle croyait en ses prophéties, mais parce que s'afficher à ses côtés la hissait au-dessus des mortels. Parallèlement, elle tissa un vaste réseau d'espions et d'indiques s'étendant à toute l'Europe. Ses yeux et oreilles se retrouvaient à chaque cour, chaque monastère, chaque auberge. Lettres interceptées, confessions chuchotées, rumeurs distillées, tout faisait partie de l'arsenal d'une femme qui avait fait de la paranoïa un art. Mais ce qui commença comme un instrument de contrôle politique se mua peu à peu en obsession pathologique. Elle ne distinguait plus menaces réelles et imaginaires, alliés et ennemis. Les premiers signes de sa dégradation mentale apparurent pendant les guerres de religion qui ravagèrent la France de 1562 à 1598. Catherine, qui se présentait comme médiatrice entre catholiques et protestants, alimentait en réalité les deux camps.
Des documents découverts au XIXe siècle montrent comment elle fournissait des informations militaires aux protestants tout en finançant des expéditions catholiques contre eux. Sa logique était simple et terrible. Un royaume divisé était plus facile à contrôler. Mais entretenir cette duplicité exigeait un effort psychologique toujours plus lourd. Des témoins racontent qu'elle connut des accès de colère ingérables, suivis de périodes de profonde mélancolie. Ses plus proches serviteurs remarquèrent qu'elle se mit à parler seule, entretenant des conversations imaginaires avec des absents. Lors des réunions officielles, elle s'interrompait parfois en plein discours, le regard perdu dans le vide, comme si elle écoutait des voix qui n'existaient que pour elle. La reine-mère change, nota son secrétaire personnel, Claude de l'Aubespine, dans une lettre datée de 1572. Il y a des jours où elle paraît possédée par une énergie terrible, capable de décider du sort de milliers de vies d'un simple geste. Et d'autres jours, elle se cloître dans ses appartements, refusant de voir quiconque, hurlant contre les ombres sur les murs. Le tournant survint avec la préparation de la nuit de la Saint-Barthélemy, en 1572. Le massacre de milliers de protestants à Paris ne fut pas un acte impulsif de fanatisme religieux, mais l'aboutissement de mois de planification méticuleuse sous la houlette de Catherine. Elle persuada son fils, le roi Charles IX, que l'élimination des chefs protestants était nécessaire pour la stabilité du royaume. Mais la motivation réelle était bien plus sinistre. Elle avait besoin d'un traumatisme capable de cimenter sa position comme seule garante de l'ordre. Dans la nuit du 23 août 1572, Catherine resta éveillée dans ses appartements, observant par la fenêtre les flammes dévorant Paris. Selon le récit de sa dame de compagnie, Marie de Montchenu, elle ne montra ni horreur ni remords, mais une satisfaction presque extatique. « Elle souriait », écrivit Marie des années plus tard, « un sourire qui me hante encore. » Ce n'était pas le sourire d'une femme face à une tragédie, mais celui d'un enfant brisant son joie le plus précieux. Mais le massacre censé consolider son pouvoir eut l'effet inverse. La brutalité de la Saint-Barthélemy choqua l'Europe et poussa même ses alliés les plus fidèles à douter de sa santé mentale. Les ambassadeurs la décrivirent comme une femme possédée par des démons, incapable de distinguer réalité et fantasme. Ses propres enfants en vinrent à la craindre et elle, à son tour, les considéra comme des menaces potentielles à son autorité. Charles IX, traumatisé par le massacre ordonné sous l'influence maternelle, sombra dans la folie. On le surprenait souvent errant dans les couloirs du palais en pleine nuit, hurlant qu'il entendait les cris de ses victimes. Catherine, loin de le réconforter ou d'assumer sa responsabilité, se mit à le voir comme un faible, une déception entachant son image de puissance. Dans des lettres adressées à des alliés italiens, elle suggéra même qu'il convenait peut-être de trouver une solution à ce problème filial. Pour qui suit ces récits sombres, je vous invite à vous abonner à notre chaîne où nous dévoilons régulièrement les secrets les plus obscurs et perturbateurs du passé européen. La mort de Charles IX en 1574 marqua le début de la phase finale de la dégénérescence de Catherine. Officiellement, il succomba à la tuberculose, mais des murmures à la cour suggéraient un empoisonnement. Des lettres chiffrées dans les archives personnelles de Catherine indiquent qu'elle avait commandé à un alchimiste florentin une substance destinée à provoquer une longue maladie naturelle. Sa soif narcissique de contrôle était devenue si absolue qu'elle ne supportait plus l'indépendance émotionnelle de ses propres enfants. Henri III, son fils préféré, monta sur le trône en 1574, mais était déjà psychologiquement brisé par les machinations maternelles. Décrit par ses contemporains comme un jeune homme à la beauté androgyne et au tempérament mélancolique, il avait été modelé dès l'enfance pour devenir l'extension parfaite de la volonté maternelle. Catherine le faisait vêtir de robes féminines durant son enfance, contrôlait ses amitiés, espionnait ses conversations et détruisait progressivement sa capacité à nouer des liens authentiques. Mais à mesure qu'Henri III grandissait, il commença à contester l'emprise maternelle. Ses favoris à la cour, notamment le duc de Joyeuse et le duc d'Épernon, l'incitèrent à prendre ses distances avec Catherine. Celle-ci y vit la trahison suprême. La femme qui avait passé des décennies à manipuler rois et reines, qui avait ourdi massacres et complots, ne supportait pas que son propre fils aspirât à l'indépendance. Les dernières années de Catherine furent marquées par une détérioration physique et mentale accélérée. Son corps, jadis imposant, gonfla sous l'effet d'une maladie que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. Son visage, naguère majestueux, se déforma peu à peu, avec des yeux enfoncés et une expression constamment amère.
Elle commença à porter des masques de cire pour dissimuler ses déformations, ce qui ne fit qu'accentuer son apparence fantomatique. Simultanément, sa paranoïa atteignit un degré pathologique. Elle crut être empoisonnée par ses propres serviteurs, que ses enfants conspiraient contre elle, que même ses confesseurs tramaient sa fin. Elle fit installer des épreuves gustatives, changea de chambre chaque nuit et dormit avec une dague sous l'oreiller. Les lettres de cette période témoignent d'une pensée totalement disjointe, propos incohérents, accusations délirantes, déconnexion croissante d'avec la réalité. Elle ne fait plus confiance à personne, écrivit l'ambassadeur vénitien Girolamo Lippomano en 1587. Elle parle seule pendant des heures, parfois en hurlant contre des gens qui ne sont pas là. Ses serviteurs chuchotent qu'elle est possédée, mais je crois que c'est pire, elle est dévorée de l'intérieur par ses propres démons. L'effondrement final commença en 1588, lorsque Henri III trouva le courage d'affronter sa mère. Lors d'une entrevue privée au château de Blois, il déclara qu'il ne tolérerait plus son ingérence dans les affaires d'État. Selon des témoins cachés derrière les portes, s'ensuivit une explosion de colère durant des heures. Catherine hurla, pleura, supplia, menaça et finit par sombrer dans une fureur d'apparence surnaturelle. Elle n'était plus humaine à cet instant, rapporta le duc de Guise. On aurait dit que toutes ces années de haine, de manipulation et de soif de pouvoir avaient enfin trouvé une issue. Son visage était déformé comme jamais je ne l'avais vu, et ses yeux semblaient contempler quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. C'est alors qu'Henri III prit la décision qui scellerait le destin de sa mère. Ne supportant plus la présence de la femme qui avait modelé sa vie à travers des décennies de manipulation psychologique, il autorisa en secret un plan mûri depuis des mois par ses conseillers les plus proches. Catherine de Médicis devait être éliminée de l'arène politique, mais d'une manière qui n'imputait pas directement le trône. Le stratagème était diaboliquement simple. Profitant de la paranoïa grandissante de Catherine, ses propres agents commencèrent à lui faire parvenir de fausses preuves d'un complot imaginaire à sa personne. Des lettres contrefaites furent déposées là où elle les trouverait, évoquant un groupuscule de nobles protestants préparant son assassinat. Des serviteurs infiltrés soufflaient des rumeurs de mouvements suspects dans les couloirs du palais. Peu à peu, l'esprit déjà fragile de Catherine fut poussé au point de rupture totale. Le coup de grâce survint sous la forme d'une lettre prétendument interceptée, détaillant un plan d'empoisonnement de son réveillon de Noël 1588. La missive, savement falsifiée par des experts, contenait des détails convaincants sur les méthodes et le calendrier, corroborant toutes les craintes paranoïaques de Catherine. À la lecture, sa réaction fut instantanée et dévastatrice. Elle sombra dans un état de panique relevant non plus du psychologique, mais du physique. D'après plusieurs témoignages, elle se mit à convulser, hurlant qu'elle sentait le poison circuler dans ses veines. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, sa respiration devenait sifflante et elle vomit une substance sombre qui alarma même les médecins les plus aguerris. Mais il n'y avait aucun poison. Son propre corps s'auto-détruisait sous le poids d'une paranoïa extrême, habilement cultivée. Pendant les jours qui suivirent, Catherine alterna entre lucidité terrifiante et totale déconnexion d'avec la réalité. Lors de ces rares moments de clarté, elle comprenait qu'on s'était servi de sa paranoïa contre elle. Mais cette prise de conscience accroissait son désespoir, car elle reconnaissait les méthodes employées, les mêmes qu'elle avait perfectionnées pendant des décennies. Elle comprend, nota son médecin personnel, Ambroise Paré, dans ses carnets privés. Je vois dans son regard qu'elle sait exactement ce qui lui arrive. C'est comme si elle était forcée d'assister à sa propre exécution, orchestrée selon les mêmes procédés qu'elle employait contre tant d'autres. Il y a une justice poétique presque insoutenable à observer. Au dernier jour de décembre 1588, Catherine eut des visions plus réelles pour elle que le monde physique alentour. Elle vit les victimes de la Saint-Barthélemy déambuler dans les couloirs du palais, leurs corps mutilés et ensanglantés réclamant vengeance. Elle vit ses enfants morts l'accusant de les avoir détruits par sa soif de contrôle. Elle se vit elle-même, jeune et ambitieuse, débarquant en France des décennies plus tôt, et ressentit un profond effroi en réalisant combien cette fillette naïve s'était muée en monstruosité. Mais la vision la plus terrible fut sans doute celle de son propre reflet. Dans les miroirs du palais, elle ne vit plus la reine-mère, ni la femme la plus puissante d'Europe, mais une créature pitoyable et brisée, consumée par sa propre ambition, trahie par les méthodes mêmes qu'elle avait employées pour trahir autrui. Le narcissisme qu'il avait porté pendant tant d'années implosa soudain, ne laissant qu'un vide effroyable là où résidait autrefois une personnalité.
La fin survint dans la nuit du 5 janvier 1589. Catherine était seule dans ses appartements, à l'exception d'une unique servante qui rapporta plus tard les derniers instants. Selon ce témoignage, elle passa ses dernières heures à murmurer des prières de pardon pour des absents, tentant d'expliquer ses actes à des fantômes que seule elle percevait. Ses dernières paroles furent particulièrement bouleversantes. Je ne voulais pas devenir cette chose, je voulais juste être aimée. Lorsque la mort la saisit enfin, ce ne fut pas la fin paisible décrite dans les registres officiels. Son corps fut retrouvé dans une position suggérant une lutte acharnée, les ongles enfoncés dans ses propres joues et les yeux grands ouverts dans une expression de terreur absolue. Plus troublante encore, on remarqua des traces indiquant qu'elle avait tenté d'écrire quelque chose sur le mur avec son propre sang. Les mots étaient illisibles, des simples griffonnages désespérés d'un esprit définitivement brisé. La conspiration destinée à masquer la véritable cause de la mort de Catherine fut menée avec la même précision que ses propres intrigues. Les médecins furent instruits de diagnostiquer une pleurésie, une affection commune, non suspecte chez une femme de son âge. Ses appartements furent nettoyés et redécorés avant toute enquête possible. Les témoins furent dispersés ou réduits au silence, achalandés de récompenses généreuses ou menacés à demi-mot. Pourtant, certains documents ont survécu, dissimulés dans des archives secrètes et des collections privées. Des lettres échangées entre les conspirateurs témoignent de leur fierté d'avoir retourné les techniques de Catherine contre elle-même. Elle a été exécutée par ses propres méthodes, écrivit le duc de Nerves à un allié. Aucune épée ni poison n'a été nécessaire, seule la mise en miroir de la vérité, au moment propice, a suffi à briser une âme incapable de supporter son propre reflet. Henri III, qui n'avait pas prouvé la conjuration, ne se remit jamais de la culpabilité. Il fut assassiné quelques mois plus tard, en août 1589, par Jacques Clément, un moine fanatique. Certains historiens suggèrent qu'Henri III chercha lui-même la mort, incapable de vivre avec le poids de ce qu'il avait infligé à sa mère. Ses dernières paroles, selon plusieurs témoins, furent « Enfin, enfin, elle ne peut plus me contrôler ». La véritable tragédie de Catherine de Médicis ne fut pas sa mort, mais ce qu'elle était devenue au fil de décennies de manipulation et de soif de pouvoir. Le trouble narcissique qui l'avait propulsée au plus haut sommet du pouvoir européen se retourna contre elle, la consumant de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide d'ambition et de paranoïa. Ses contemporains, incapables de saisir la complexité psychologique de ce qu'ils avaient vu, interprétèrent sa chute comme une justice divine. Mais la vérité était bien plus sombre. Ils avaient été témoins de l'autodestruction d'un esprit ayant perdu toute capacité à distinguer réalité et fantasme, amour et contrôle, pouvoir et paranoïa. Catherine de Médicis ne fut pas exécutée par des bourreaux ou des conspirateurs, mais par son incapacité même à affronter la monstruosité qu'elle était devenue. Lorsque, pour la première fois, elle fut contrainte de se voir sans les illusions qui soutenaient sa raison depuis tant d'années, son esprit ne put supporter la vérité. Elle était devenue ce qu'elle craignait le plus, une créature pathétique et isolée, aimée de tous, y compris d'elle-même. L'héritage de Catherine de Médicis demeure un sombre avertissement contre les dangers d'un narcissisme extrême et d'une soif insatiable de pouvoir. Son histoire montre comment un besoin pathologique de contrôle peut consumer non seulement ceux qui l'exercent, mais aussi ceux qui en sont victimes. Elle n'était pas simplement une reine morte, elle fut une mère avant détruit ses enfants, une femme avant corrompu sa propre humanité, et une âme perdue à jamais dans la quête de quelque chose qu'elle ne pourrait jamais posséder. L'amour inconditionnel et l'admiration éternelle. Dans la France d'aujourd'hui, lorsque les touristes visitent les châteaux où Catherine vécut et mourut, ils ne voient que des pierres anciennes et des tapisseries fanées. Mais s'ils pouvaient regarder plus loin, ils percevraient les échos d'une tragédie transcendante, le récit d'une femme qui eut tout ce que le pouvoir peut offrir et qui mourut pourtant totalement seule, exécutée non pas par des ennemis extérieurs, mais par les démons intérieurs qu'elle-même avait engendrés et nourris tout au long d'une vie de manipulation et de domination.